Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Church and Dwight? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur l'état financier de la compagnie. Donc, ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Donc, comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Alors, je me suis amusé à tirer la liste ici des dividendes aristocrates ici sur le site de Prochet et je me suis rendu compte qu'on avait presque, enfin pas presque, mais voilà, ce serait intéressant d'étudier la plupart de ces entreprises-ci individuellement, d'accord? Celles qui constituent à peu près cet index-ci, donc l'ETF en question qui est le NOBL. Donc, nous avons VFCOV qu'on a déjà étudié, Stanley qu'on a déjà étudié, Church and Dwight qu'on va étudier aujourd'hui. Après ça, on va passer par le reste, donc Realty Income qu'on a déjà étudié. Sans doute, vous allez également voir une vidéo tantôt dans la même journée. Alors, vous avez également SPI, SPGI que j'aime bien également, T. Rowe Price qu'on a étudié, que j'aime bien également. Alors, troisième, ouais, qu'on a étudié, voilà. C'est pas qu'on n'aime pas, mais également on connaît le risque, ok? Après ça, on a qui d'autre ici? Alors, Kido. Donc, Clorox qu'on a étudié il y a quelques temps. Consolidate et Edison que j'ai étudié. Roper que j'aime bien, que je n'ai pas encore étudié. Coca-Cola qu'on a étudié plusieurs fois. Expeditor que j'aime bien également, qu'on va étudier. Nexer Energy qu'on a déjà étudié. Colgate Palmolive qu'on a étudié. Quelques d'autres ici qu'on n'a pas étudié. Target, je pense qu'on est déjà passé dessus. Alors, Hormel Food, on est passé dessus. Emerson, on est passé dessus. McDonald's, on est passé dessus. Johnson Johnson, on est passé. On devrait repasser à nouveau. AbbVie, déjà fait. Alors, Love, je pense également qu'on l'a fait. Illinois Tollwall, j'adore, j'aime bien. Donc peut-être qu'on va le faire également ici. Air Product, on va le faire. Donc bref, je vais faire toute la liste des dividendes aristocrates ici, d'accord? Donc, parce qu'il faut dire la vérité, c'est pas trop le dividende qui, moi, m'intéresse personnellement, c'est que dans la plupart de ces index, il y a les dividendes aristocrates sont généralement des entreprises qualitatives, en réalité. Donc, c'est généralement des bonnes entreprises qui ont des avantages compétitifs, ok? Donc, je n'ai aucun problème avec quelqu'un qui va juste acheter des dividendes aristocrates ou bien des dividendes king, à vous de voir à la fin de la journée. Ça reste des entreprises ici pour avoir la capacité de payer un dividende croissant année après année. Il faut vraiment avoir les reins solides et surtout sur une longue période de temps. Donc, c'est un peu ici, c'est un peu comme vos cautions qualité, si vous voulez. Mais attention, ça vient généralement avec des pièges. Comme vous voyez, par exemple, troisième est un peu en difficulté présentement. C'est pas parce que vous avez versé un dividende pendant 400 ans que vous allez continuer à en verser un. D'accord? N'allez jamais avec ce postulat-là. Dites-vous toujours que, en date d'aujourd'hui, si je devais acheter laquelle parmi toutes ces entreprises pourrait représenter la meilleure opportunité d'investissement au prix actuel. Déjà, moi, j'aime T. Rowe Price. J'aime également, je peux déjà vous dire que c'est parmi celles que j'ai étudiées ici, c'est T. Rowe Price qui m'intéressait beaucoup. Stanley également est intéressant. Sherwin-Williams, j'aime bien la peinture. C'est également intéressant. Sans doute également, on aura une opportunité d'investissement, notamment parce que c'est très lié au secteur de la construction, également au secteur automobile, donc qui sont à peu près des secteurs cycliques. Donc peut-être que Sherwin-Williams va nous donner une opportunité d'investissement cette année-ci. Et si elle le fait, saisissez-la. Donc commencez à étudier cette compagnie-ci. Donc, vous voyez que moins 32% depuis le début de l'année. Bon, Thierry, on revient à la base ici, qui est Church and Dwight, ici, qui exerce dans le secteur ici, voilà, des produits d'hygiène, d'accord? Donc, voilà à peu près les différentes marques qu'on a ici, dont Arm Hammer, donc voilà, vous pouvez à peu près voir ça ici. On a également les capotes Trojan, ce genre de choses-là. Donc, on va aller sur les états financiers ici. On va essayer de voir. Premièrement, le revenu. Est-ce qu'on a une stabilité ou une croissance des revenus? On a des revenus ici à peu près aux alentours de combien? On a des revenus ici à peu près aux alentours de 5 milliards 300, 5 milliards 300. Ça, c'est le revenu actuel. En termes de croissance, ici, on a une croissance des revenus sur les 10 dernières années. Nous avons combien ici? On peut déjà voir que c'est une compagnie qui est en croissance. Ici, la croissance est essentiellement par acquisition et de manière organique ici. Donc, 6% de croissance sur les 10 dernières années, 5 dernières années, 8% de croissance sur les 3 dernières années. Nous avons 7% de croissance. Donc, on a au moins 5% de croissance ici. Donc, comme je vous l'ai dit, la croissance est organique et inorganique ici. Donc, on a au moins 5% de croissance. Donc, c'est juste une information ici. D'accord? Donc, c'est 5%. En termes de revenus ici, les analystes attendent à voir à peu près combien cette année. Si le management, premièrement, ici, on va aller voir au niveau d'ici qu'on s'attend à voir à peu près combien. En termes de prévision ici, les revenus pour 2022, c'est 5 milliards 370. OK. Le management ici, les guidance du management ici, le high and low ici, ils sont à 3 milliards, 5 milliards 400. 5 milliards 400, 5 milliards 400, c'est à peu près le high end ici. Donc, c'est de la consommation défensive ici, donc consumer staple. Donc c'est le genre qui se comporte bien en période de récession, ok? Donc ça ne veut pas dire qu'ils perdent pas d'argent, ça ne veut pas dire que en fait la compagnie ne va pas en termes d'investissement, ça sera un bon investissement, mais en termes de volatilité, la volatilité est moins. Donc ici, ça dépend du prix d'acquisition en date d'aujourd'hui. Donc on a quoi ici en termes de revenus? On va mettre ici 5 milliards 400. On va faire 5. 5,4, ok? Billion.
Free cash flow. Alors, les free cash flow moyens ici sont de combien? Donc, je vais d'abord comparer ici. On constate que les free cash flow sur les entreprises américaines ont tendance à être plus élevés que les net income ici. Donc, je prends ici en histogramme. On va essayer de comparer les deux. À vue d'œil, on pourrait se dire combien ici. Donc, on prend ça, on le réduit ici. Voilà. Donc, on constate ici que si on prend uniquement les free cash flow, nous sommes aux alentours de 14,50 ici, disons même 15% par là, très optimiste. Quand on prend les net income ici, nous sommes aux alentours de 14-15% également par là. OK, on voit que les marges augmentent, on aime ça, mais également au niveau des prévisions, est-ce que les analystes également prévoient à peu près une augmentation des marges ici? Parce que là, on n'a pas encore lu les rapports financiers. On est encore au niveau des chiffres, mais on pose déjà les bonnes questions. OK, pourquoi est-ce que les marges augmentent? Est-ce que c'est le pricing, c'est la présence d'un pricing power? Certainement. D'accord? Est-ce que c'est la présence plutôt d'une entreprise de plus en plus efficiente? Peut-être. Donc, on voit ici qu'on a des marges au moins de 15% par là. Donc, on pourrait se dire 15% en termes de marge. OK? 15%. OK? Donc, je le mets ici. 15%. D'accord? On met ça là. Et maintenant, il faut regarder l'objectif du management par rapport aux marges ici est de combien. Parce que les analystes ici planchent sur les marges de free cash flow aux alentours de 17-18%. Mais ça, ce sont les prévisions des analystes et non ce qu'on a présentement ici sur le marché. OK? Donc, on revient ici. Le but n'est pas d'avoir précisément raison, mais d'avoir le moins de tort possible. On ne va pas mettre des marges qu'on n'a jamais eues. D'accord? Ou bien qu'on pense avoir. Je préfère mettre des marges qu'on a déjà eues. OK? Donc, nombre d'actions ici. Donc, le nombre d'actions, est-ce qu'il tend à augmenter ou à diminuer? Donc, le nombre d'actions ici tend à diminuer. Rachat d'actions, c'est-à-dire que redistribution ici, c'est un genre de dividende distribué. C'est un genre de dividende ici déguisé. J'aime bien ça. On a à peu près à combien de millions d'actions en date d'aujourd'hui? Au dernier trimestre, ici, on a 446 millions d'actions. Je vais mettre ici 400. On va mettre 447 ici. 247 plutôt. 247 millions d'actions. 2, 4, 7. Les PER ici, je sais déjà que les PER de cette compagnie vont osciller entre 20 et 20, entre 17 et 22 fois les bénéfices. Quand vous allez regarder ici, vu qu'on a pris les free cash flow, si on va faire les price to free cash flow, qu'est-ce qu'on obtient ici en termes de price to free cash flow? Qu'est-ce que tu nous donnes? On ferme ça, et qu'est-ce qu'on fait d'habitude? On met la médiane, OK? Sur une longue période de temps, en se posant toujours la question, est-ce que l'entreprise se paye à des niveaux assez corrects? Donc, si c'est pas parce que l'entreprise se paye sur les 20 dernières années à 40 fois les bénéfices que je dois payer 40 et que je dois payer absolument en dessous de, voilà, c'est que l'entreprise, si elle coûte aujourd'hui à 30 fois les bénéfices, je me dis que non, on a une opportunité d'investissement. Non, ça reste de l'information ici. En se disant que les taux d'intérêt, il faut également prendre ici que la variation des taux d'intérêt a un impact sur les multiples. Ici, vous voyez que l'entreprise s'est changée à des multiples de 37 fois les bénéfices ici. Faites attention. Donc, actuellement, sur les 20 dernières années, on a 20 fois les bénéfices. Sur les 10 dernières années, on a également une moyenne de 22 fois les bénéfices. Sur les 5 dernières années, on aura à peu près 23 fois les bénéfices. OK, je prends 20 fois les bénéfices. OK, 20 fois les bénéfices ici. Donc, vous pouvez prendre à peu près ici, si vous voulez faire la modification ici, Church and Dwight. Donc, je peux le prendre ici sur Finbox. On va prendre ça ici, Finbox. OK. On va aller faire le calcul rapidement sur Finbox pour que ce soit plus facile. On va mettre les différentes hypothèses ici. Donc, pendant que Finbox est en train de lancer ici, on va regarder à peu près la dette nette. Est-ce que le niveau de dette nette ici est à peu près gérable? Est-ce qu'on a une dette nette sur EBITDA inférieure ou égale à 5? Donc, on a une dette nette sur EBITDA ici de combien? Boom, 1.9, magnifique. On a une dette nette ici sur EBITDA moins la capital expenditure de combien? En période de récession, c'est très important. 2, oh, wow, c'est parfait. Donc, en termes de dette nette, en termes de volume ici, dette nette ici, en termes de volume sur le dernier trimestre ici, on a combien? En tout cas, sur ce logiciel ici, on a 2 340, ok? 2 340 ici, donc on va mettre ici 2.34, boom, ok? Des qualités de dividendes, on va y revenir. Bon, voilà. Finbox, est-ce que tu es ouvert? Oui. Qu'est-ce qu'on va regarder ici? On va aller regarder, on va mettre CHD, Church and Dwight. Donc, nice, boom. Alors, je prends ça, EBITDA, c'est pas la valeur d'entreprise sur EBITDA ici. Attention, j'ai juste pris ça parce que ça me permet de mettre les bons multiples ici. Donc, les multiples que je prends ici, on a 17, 20, d'accord, et 22, avec une préférence ici pour 20 fois les bénéfices personnellement, ok? Donc, on a ici une marge de combien? 15%. 15% de combien? On s'attend ici à avoir 5 milliards 400. Quand on prend 5 milliards 400, d'accord, multiplié par 15%, d'accord, ça vous donne combien? Ça nous donne ici 810 millions. 810 millions, boum, on le met ici 1, 0. Moins la dette nette, on a une dette nette ici de combien? À peu près 2 milliards 340, c'est parfait, le bon chiffre. On a un nombre d'actions ici de combien? 243, 244, bon, c'est pas 247, ça ne dérange pas. Peut-être qu'on a fait un rachat d'actions ici également dernièrement, donc c'est correct. Donc, 17 fois les bénéfices, moins la dette nette, 47 $. 20 fois les bénéfices, moins la dette nette, 86 $. 22 fois les bénéfices, attendez, non, j'ai 810 ici, attention, 810, là c'est correct.
20 fois les bénéfices, moins la dette nette, divisé par le nombre d'actions, $57. 22 fois les bénéfices, moins la dette nette, divisé par le nombre d'actions, $64. OK. Évidemment, on pourrait rajouter la croissance ici. Admettons qu'on ait une croissance moyenne de 10% sur les 5 prochaines années. On pourrait être à combien Donc, je ne vais même pas faire ça. Je vais voir ici le management s'attend à avoir des revenus de combien. Les analystes s'attendent à avoir des revenus de combien à peu près d'ici 2026. On prend ici 2026, 6 milliards 300. Donc 2026, ici, par rapport à aujourd'hui, on aura 1, 2, 3, 4, 5. Admettons qu'on est en 2021 ici. Donc 6 milliards 300. Donc 6 milliards 300. OK, si on prend 6.3, 6.3 divisé par 5.4, vu qu'on est de 2022 à aujourd'hui, ça fait à peu près combien? On a 1, 2, 3, 4. Donc 1, 2, 3, 4, ça vous donne ici, exposant 0.25. 0.25 ici, ça donne combien? Pour une croissance moyenne ici d'à peu près 4% par là. OK, donc on revient ici sur nos 6 milliards 300. 6 milliards 300 ici multiplié, donc c'est inférieur à la moyenne ici de la croissance ici qui est de 5% et plus. 6 milliards 300 ici multiplié par 15% de marge bénéficiaire ici, d'accord, fois 20 fois les bénéfices, moins la dette nette actuelle. Et je vous assure que voilà, c'est avec beaucoup de pincettes qu'il faut prendre ceci, moins la dette nette actuelle qui est aux alentours de 2 milliards 400. On va le mettre comme ça, on va l'arrondir pour faire simple. Divisé par le nombre d'actions, on a combien d'actions ici aujourd'hui? On a à peu près 240, enfin, voilà, selon Finbox, on a à peu près 243 millions d'actions. Donc, je prends ici 243 millions d'actions divisé par 243 millions d'actions. Donc, avec un peu de croissance, on pourrait se dire qu'on sera aux alentours des $68 l'action. OK? Donc, idéalement, moi, je vous dirais l'entreprise ici, au mieux, en date d'aujourd'hui, on cote à combien? En date d'aujourd'hui, c'est une entreprise qui cote à $72 l'action. Voilà. Elle est légèrement surévaluée. OK. Évidemment, si elle vous distribue la totalité du dividende ici en termes de bénéfices, en termes de free cash, excusez-moi, la totalité de bénéfices nets ici en termes de dividende, vous aurez un rendement de combien par rapport au prix actuel? Vous aurez un rendement potentiel de 4,6%. Ce qui n'est pas extraordinaire. Admettons qu'on ajoute cette croissance ici qui était aux alentours. On avait à peu près une croissance de 4% en moyenne sur les années à venir. Donc, on va repartir sur ce chiffre-là. Où est-ce qu'il est? Il est. Donc, on prend ça ici, multiplié par 1,15 ici, 6 milliards 300, 5 milliards 400. Donc, ça donne ici 1,16. Donc, multiplié ici par 1,16, disons. Ça vous donne à peu près maximum ici 5%. Donc, techniquement, il n'y a rien d'extraordinaire au prix actuel. Church & Dwight, mais pour le dividende, je dis bien pour le dividende, ça pourrait être une compagnie ici qui continue à augmenter son dividende parce qu'il faut dire une chose. Ils sont assez... Voilà... Ils sont assez conservateurs sur ce dividende-là. D'accord? Ils pourraient drastiquement augmenter dans les années à venir. Ça ne représente que 1,45%. Pourtant, si on vous reverse la totalité des bénéfices nets ici, vous pouvez déjà avoir un rendement aux alentours de 4%. Donc, vous-même faites la différence ici. Mais attention, ça ne veut pas dire qu'on ne vous reverse pas 4% chaque année. Il faut regarder le shareholder yield. Exactement. Vous commencez à être habitué ici. Donc, en termes de shareholder yield, ici, vous voyez qu'on nous reverse à peu près combien? Alors, est-ce qu'on a une information ici? On est en moins ici, donc ça veut dire que peut-être même on a peut-être émis de nouvelles actions ici. Généralement, c'est de manière temporaire ici. Je vais prendre en termes de moyenne, d'accord, sur cette période-ci. On prend en termes de médiane ici. Donc, on peut voir ici que la médiane, c'est à peu près 1,77%, d'accord, sur les 5 dernières années. Sur les 10 dernières années, 2,42%. Sur les 20 dernières années, vous avez versé à peu près un dividende, donc un shareholder yield en moyenne de 2,34%. Par rapport aux 3 dernières années, on a 1,98%. Donc, elle a les moyens de continuer à augmenter ce dividende-ci. Et ce dividende pourrait continuer à augmenter de 5% en moyenne sur les années à venir, que ça ne changerait pas grand-chose. En date d'aujourd'hui, on n'a pas une opportunité d'investissement. Idéalement, X20, c'est une entreprise ici qui pourrait m'intéresser. Donc, au prix actuel, donc on a dit ici que la valorisation ici, moi, j'ai une préférence pour 20 fois les bénéfices. Donc, on sera autour de $57 à l'action. Donc, premièrement, s'il fallait vraiment être obligé de faire l'acquisition de cette compagnie-ci, soyons sérieux, même si on inclut ici la croissance. Voilà, c'est une entreprise ici que j'aimerais avoir aux alentours de $40 l'action par là. D'accord? $40 l'action par là. Je sais également qu'on va généralement me dire que ouais, mais ça ne va jamais arriver. C'est pas grave. Si ça n'arrive jamais, je continue à accumuler sur Google et Amazon. Point barre. Je n'ai pas besoin de plus que ça. D'accord? Je peux juste acheter ces deux compagnies-là jusqu'à la fin des temps. D'accord? Donc, pourquoi est-ce que je vais me casser la tête à aller chercher un rendement de 4% quand Google me donne un rendement en date d'aujourd'hui qui pourrait être de 10%. Je ne parle même pas de Meta. Même si Meta, on a certaines critiques ici, mais dites-vous que 1 milliard ou 2 milliards d'abonnés, ça ne s'invente pas. Le vieillissement le vieillissement des abonnés ici sur Instagram, c'est pas trop ça. Donc, Instagram ici devient de plus en plus important. Donc, faites attention, ne confondez pas Meta, c'est toute une plateforme ici. Donc,
on fait très attention. On n'est pas obligé d'acheter toutes les entreprises parce qu'elles versent un dividende. D'accord? Donc, Google m'intéresse mieux au prix actuel. T. Rowe Price m'intéresse mieux au prix actuel. BlackRock m'intéresse mieux au prix actuel que d'acheter du Church & Dwight. On va se limiter là. On va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo. Ceci n'est que mon avis et je peux également me tromper. En date d'aujourd'hui, le prix actuel ne représente pas une opportunité d'investissement. On pourrait peut-être attendre les $40 pour réfléchir. Et on se dit à bientôt. Merci. La croissance également pourrait nous surprendre, mais on va laisser ça dans les spéculations futures.